Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, le brin d'histoire, tu nous ramènes combien d'années en arrière? On va 60 ans en arrière, on va pas loin. On va le 10 octobre 1964, c'était les Jeux. On va parler des Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, les Jeux Olympiques de Tokyo ont la particularité d'être les premiers Jeux Olympiques post-Seconde Guerre mondiale organisés en Asie. Parce qu'il faut savoir que après la Seconde Guerre mondiale, les derniers Jeux Olympiques avaient été organisés en 1936. Et lorsque la guerre s'est déclenchée en 1939, évidemment, le comité olympique ne pouvait plus organiser puisqu'il y avait la guerre à peu près dans le monde entier. Et puis, ce n'est qu'au début des années 50 que véritablement on va remettre au goût du jour l'organisation de ces jeux-là. Alors, beaucoup de pays vont être intéressés par ces jeux parce qu'il faut savoir que derrière l'aspect sportif, il y a un aspect économique et surtout un aspect politique. Les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 ont de la particularité de montrer que pour les Japonais, il ne faut pas l'oublier, avaient été les alliés, ils faisaient partie de ce qu'on appelait la force de l'Axe, c'est-à-dire des alliés de l'Italie et de l'Allemagne. Donc, ils étaient du côté des pays dits fascistes. Et donc, en 1945, le Japon avait subi de la part des États-Unis une attaque terrible avec deux bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki. Et donc le pays était aussi d'un point de vue industriel, d'un point de vue économique, c'était un pays à terre. Et puis à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon va opérer un véritable miracle d'un point de vue économique. Ils vont véritablement se relever et grâce notamment à l'appui des États-Unis qui vont aider le Japon à se réindustrialiser. Et donc, ces Jeux Olympiques de 1964 étaient en réalité aussi, d'un point de vue politique, l'occasion pour les Japonais de montrer au monde entier combien de fois ils avaient pu se relever de ces épreuves tragiques-là qui étaient nées de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ces Jeux Olympiques qui se sont tenus à Tokyo vont mobiliser 94 pays au départ, mais il y en a 93 en réalité qui vont venir sur place, puisque au dernier moment, la Libye va faire défection. Et il faut savoir que 14 pays africains étaient présents, et les pays les plus emblématiques à l'époque, c'était l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, le Tchad, Madagascar, la Côte d'Ivoire, la République du Congo, Congo-Brazzaville, la Zambie, qu'on appelait à l'époque la Rhodésie du Nord, oui, le Mali, le Mali, oui, et le Niger. Bien entendu, ce sont ces pays-là, africains, qui avaient représenté le continent lors de ces Jeux Olympiques. Et puis, il faut savoir que d'un point de vue technique aussi, il faut savoir que avant le revêtement des pistes d'athlétisme était en bitume. Et donc, les Jeux Olympiques de 64 vont être les dernières avec lesquelles on va utiliser ce type de revêtement-là. À partir de 1968, c'est du tartan qu'on va mettre sur les pistes et c'est ce matériau-là que l'on utilise jusqu'aujourd'hui. Et donc les Japonais vont véritablement mettre l'aspect sur les infrastructures et la technologie. Et la technologie. Il paraît que c'est les premiers Jeux Olympiques où on utilise les télévisions en couleur, les caméras en couleur et le satellite. Exactement. Donc ils vont mettre en avant cet aspect-là pour montrer qu'ils ont les infrastructures, qu'ils ont su se relever, que le Japon a su redevenir une puissance économique. Et aussi c'est une puissance technologique parce qu'elle va mettre en place ces nouveaux outils. Jean-Paul, le Japon s'est basé sur quoi pour atteindre ce niveau technologique en 64, alors qu'ils sortent de deux bombes qui ont sérieusement bousculé le pays? C'est essentiellement sur Ils ont eu de l'aide internationale. Pas seulement de l'aide. Mais nous, on a de l'aide depuis des années. Jean-Paul. Non, ce n'est pas l'aide. C'est pas l'aide. C'est l'utilisation. Qu'est-ce qu'on fait de l'aide? En fait, si vous regardez sur le long terme, tous les pays qui ont su se relever de manière aussi spectaculaire, ce sont les pays qui ont investi massivement dans l'éducation, dans le savoir, dans la connaissance. Donc, si vous prenez des pays comme le Japon, la Corée du Sud, vous prenez des pays d'Asie, du Sud-Est, Singapour, Taïwan, ces pays-là, qui n'ont aucune ressource
naturelles qui leur permettraient, comme aucune ressource minière. Mais ce sont des pays qui investissent massivement dans l'éducation. Vous allez là-bas, vous allez voir dans les écoles, vous allez voir que les enseignants travaillent dans de très bonnes conditions, ils ont de très bons salaires et surtout, ils ont de meilleures formations. Vous savez que les meilleures écoles, par exemple, je suis tombé par exemple sur un reportage sur Taïwan, vous avez dans des écoles primaires, par exemple le cours d'informatique, vous avez l'enseignant titulaire de la classe et qui est assisté par exemple par des vrais ingénieurs en informatique qui viennent expliquer l'informatique à des gamins de 5-6 ans. Et dans une salle de classe où il y a une trentaine de jeunes, vous allez voir 2 ou 3 ingénieurs en informatique qui sont là pour accompagner l'enseignant et aider les élèves à acquérir ces connaissances-là. Ça veut dire qu'ils mettent les moyens, si dans des classes des enfants de 5 ans, 6 ans, vous avez un enseignant plus 4 ingénieurs qui sont là présents avec un tableau totalement numérisé, tactile et tout ça, et puis chaque enfant a son ordinateur, son laptop personnel. Donc tu vois qu'on met les moyens considérables pour ces enfants-là. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous regardez le classement mondial des systèmes d'éducation qui sont les plus performants, quand on regarde le coût investissement, ce sont les pays d'Asie du Sud-Est qui sont en tête. Après, vous avez les pays d'Europe du Nord, les pays scandinaves. Donc, ces pays-là ont pu se relever parce qu'ils ont investi massivement dans l'éducation, dans la formation, et ensuite ils investissent dans les universités massivement pour financer la recherche et le développement et permettre ensuite aux entreprises de bénéficier de fruits de cette recherche-là et de partir à la conquête des marchés internationaux. Donc c'est d'abord une vision politique. Bon, on aura tendance à dire que j'aime dire cela, mais c'est la vérité. Ouais. Il faut commencer par investir sur l'éducation. Et c'est ce que le Japon a fait. Mais maintenant, il faut aussi pas oublier que le Japon aussi, entre 45 et 64, a su se relever de manière aussi spectaculaire parce que déjà, il y avait ce que je considérais, il y avait une infrastructure. Le Japon, avant la Seconde Guerre mondiale, était déjà un pays industrialisé. D'accord. Donc, il y avait déjà des ingénieurs, il y avait déjà des compétences, il y avait déjà un savoir-faire local. Maintenant, tout ce qui leur manquait, c'était un soutien financier. Et la possibilité d'un soutien financier et un soutien pour leur permettre d'accéder vers les marchés où il y a les matières premières. Est-ce que les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, ce sont des lieux économiques ou bien c'était des lieux stratégiquement militaires qui ont été frappés? Non, c'était pas des lieux stratégiques. Parce que évidemment, les Américains ne voulaient pas que le Japon s'effondre totalement. Donc, Hiroshima et Nagasaki étaient choisis justement parce que c'était des villes pas très industrialisées. C'était beaucoup de villes administratives. Donc, il ne fallait pas aussi que la ville soit une ville comme Kyoto ou Tokyo, les 2 grandes villes du Japon, qui sont des villes politiques et administratives et qui sont aussi des villes industrielles. Donc, Hiroshima et Nagasaki ont été choisis d'abord parce qu'elles avaient une très forte population, mais surtout qu'elles n'étaient pas c'était pas des zones au regard des autres grandes villes très, très, très industrialisées. Mais c'était surtout pour casser le moral des Japonais. Pour les Américains, il fallait arrêter la guerre au plus vite parce qu'ils avaient essayé d'étudier un certain nombre de scénarios selon lesquels est-ce qu'il fallait refaire un débarquement au Japon comme ils en avaient fait en Europe. Mais ils avaient vu que l'un débarquement, qu'il soit aérien, terrestre ou maritime, devait encore coûter énormément en vies humaines. Ça, on ne le dira jamais assez. Les débarquements ont également coûté énormément en vies humaines. Et donc, les Américains ne voulaient plus d'autres débarquements. Et donc, ils vont décider d'utiliser cette nouvelle arme-là afin de pousser les Japonais à carrément abdiquer. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont envoyé de bombes et puis les Japonais ont compris qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec une telle puissance de feu. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont accepté la défaite. Et donc, à partir de là, si tu veux, pendant de longues années, le Japon était un peu sous une forme de tutelle américaine. Et donc, les Américains avaient très bien compris qu'ils auraient tout à perdre si le Japon était un Japon faible d'un point de vue économique et industriel. Par contre, ils vont s'arranger à ce que politiquement le Japon ne soit pas une puissance internationale d'un point de vue politique et d'un point de vue militaire. Mais d'un point de vue économique et industriel, ils vont leur donner les moyens de se développer parce qu'ils vont se dire qu'au moins, ils auront une certaine capacité d'autonomie et puis ils pourront être un peu leur relais dans cette zone-là qui est quand même stratégique pour les Américains. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, les Japonais ont très bien utilisé cette aide-là. Ils avaient déjà des infrastructures. Il a simplement fallu que les reconstruire, les remettre en ordre et puis réinvestir massivement dans l'éducation parce qu'il fallait des main-d'œuvre qualifiées justement pour
permettre cette reconstruction-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a permis aussi de diffuser cette espèce d'aura-là dans les autres pays de la région. Quand vous prenez des pays comme Singapour, vous prenez Taïwan, tous ces pays-là se sont un peu appuyés sur le savoir-faire japonais pour eux aussi à leur tour se développer et devenir de véritables mastodontes. Donc en 1964, le Comité national olympique vit une explosion technologique. Oui, vit une véritable explosion technologique et surtout sort des sentiers battus habituels. Parce qu'il faut savoir que tous les Jeux olympiques, toutes les cérémonies de Jeux olympiques qui avaient été organisées l'avaient été toujours en Europe. Parce qu'on considérait que l'Europe, c'était le berceau de l'olympisme. Et donc, c'était les pays européens qui s'étaient un peu accaparés ça. Et donc, le comité international va comprendre que si on veut véritablement susciter l'adhésion du monde entier, il faut permettre à d'autres pays, notamment les pays non européens, à pouvoir organiser de tels événements. Mais à l'époque, il ne faut pas aussi oublier que très peu de pays hors de l'Europe et hors de l'Europe et des États-Unis avaient la capacité d'organiser ces événements-là. Et c'est la raison pour laquelle les Japonais ont donc décidé d'être candidats pour montrer au monde entier qu'ils avaient la capacité d'organiser de grands événements mondiaux et surtout qu'ils montraient au monde entier qu'ils étaient revenus sur le devant de la scène en tant que cette fois-ci puissance économique et technologique. Est-ce qu'il y a eu des records battus pendant ces Jeux? Non, malheureusement, il n'y a pas eu de records battus. Il n'y a pas eu également... c'est l'un des rares événements dans lesquels le pays hôte ne s'est pas particulièrement démarqué d'un point de vue sportif. Ouais. Les Japonais n'ont pas aligné énormément de médailles, mais ils étaient présents dans de nombreuses disciplines. Mais l'essentiel, c'était de participer. Mais pour la petite histoire, ce n'était pas vraiment ça leur ambition, ce n'était pas leur objectif premier. Leur objectif premier, c'était d'un point de vue en faire une grosse communication à l'échelle mondiale pour montrer que le Japon s'est reconstruit, le Japon n'est plus à genoux, le Japon est debout et le Japon est devenu aussi une puissance économique et technologique. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur 60 ans en arrière, c'est ça pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.